Bonjour à tous les élèves de 1 SSP structure du lycée du Marcanterre et je vous retrouve aujourd'hui pour la correction du travail qu'il y avait à faire au cours de la semaine S1 de confinement. Au cours de cette semaine, vous avez eu à réaliser un travail qui était un travail sur un cours numéro 1 consacré à la réalisation de crêpes, et notamment c'était l'occasion de parler, de discuter de l'intérêt nutritionnel des aliments, de la composition des aliments, de leur classification, de leur intérêt nutritionnel et organoleptique d'ailleurs. Donc c'était le thème de ce cours que vous avez ici sous les yeux, que vous avez normalement tous su télécharger. Et ce cours, on va le corriger immédiatement. Alors pour le corriger, j'utiliserai une animation type diaporama. Et vous retrouvez le thème principal qui était des crêpes au goûter. Dans ce thème, on va utiliser les crêpes comme exemple d'aliments complexes, c'est-à-dire d'aliments qui est constitué de différents éléments. Alors, la première question qui était posée dans le cours, c'était déjà rappeler les différents repas de la journée d'un individu et qui permettent de lui apporter les éléments dont il a besoin. Alors, généralement, on divise la journée en 4 repas: le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Certains d'entre vous vont me dire qu'ils rajoutent peut-être des collations à 10 heures, c'est ce que l'on voit également généralement dans les maisons de retraite, mais globalement, on va se fixer ces 4 repas: petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Dans le cours, on vous expliquait la chose suivante. Donc vous aviez dans le cours une espèce de bulle qui représentait un aliment, que moi j'ai représenté ici par un morceau de viande. Et on vous disait que globalement, on pouvait considérer les aliments, en science en tout cas, comme un mélange de constituants alimentaires. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans un aliment en général, comme constituant alimentaire? On va y trouver des protéines, ce qu'on appelle couramment des protéines. Alors je vous demanderai de compléter votre cours avec les informations qui s'affichent à l'écran. Alors les protéines, on en a de deux sortes, des protéines animales et des protéines végétales. Vous avez bien compris que les protéines animales, on va les trouver plutôt dans les viandes, les œufs, les produits laitiers, alors que les protéines végétales vont se retrouver notamment dans certains féculents, en tout cas dans les produits d'origine végétale. On peut y trouver des lipides. Alors les lipides, c'est la graisse ou les huiles, c'est pareil que pour les protéines, on en trouve certaines d'origine animale, d'autres d'origine végétale. L'huile d'olive, par exemple, est d'origine végétale, mais le saindoux, qui est de la graisse de porc, est d'origine animale. On va y trouver des glucides, ce qu'on appelle couramment les sucres, et là on va tout de suite faire une classification un peu sommaire des glucides, puisqu'on va y trouver des sucres lents, et ce qu'on appelle des sucres rapides. On reviendra plus tard dans l'année sur la notion de sucre lent et de sucre rapide, mais pour l'instant, comprenons simplement qu'il existe différentes sortes de sucres. On va y trouver des minéraux. Alors les minéraux, ce qu'on appelle couramment les sels minéraux, vous les connaissez parce que vous les entendez souvent et vous les voyez écrits sur les étiquettes des boîtes d'aliments. Le calcium, le potassium, le chlore, le sodium, le fer, le zinc, et on pourrait continuer comme ça puisqu'il y a énormément de minéraux différents. Leur particularité à ces minéraux, ce sont généralement de toutes petites molécules, ce sont des ions. Et puis, deuxième particularité, ils sont généralement très solubles dans l'eau. Donc on les trouve là où il y a de l'eau. Puis les vitamines. Alors les vitamines, on en parle souvent, il y a une classification des vitamines à faire. Parmi les vitamines, on va trouver ce que l'on appelle les vitamines solubles dans l'eau ou hydrosolubles. Alors dans le groupe des vitamines, ça concerne les vitamines du groupe B et la vitamine C. Donc ce sont les vitamines que l'on ne trouvera que dans les aliments qui contiennent de l'eau, puisqu'elles sont solubles dans l'eau. A l'inverse, on aura des vitamines dites liposolubles, qui sont solubles dans le gras, et qui n'existeront que dans les aliments qui contiennent du gras. Par exemple, la vitamine A, D, E et K sont les vitamines liposolubles. Puis le dernier composé, qui est présent en plus ou moins grande quantité dans les aliments, c'est l'eau. Les aliments sont plus ou moins riches en eau. Il est évident qu'une pomme apporte une quantité importante d'eau. Donc voilà comment on pouvait décrire les aliments dans le cours. Alors on s'est rendu compte, en analysant la composition chimique de ces aliments, que certains aliments, même s'ils ne se ressemblaient pas physiquement,
leur composition chimique était comparable. Ce qui nous a conduit à classer ces aliments en groupes. On a réalisé des groupes avec des aliments dont les apports nutritionnels, les apports en constituants alimentaires, étaient comparables. Et on a créé plusieurs groupes. Le premier groupe que vous voyez apparaître à l'écran, c'est le groupe des viandes, poissons, œufs, dans lequel on retrouve des aliments qui apportent essentiellement des protéines animales, du fer, de la vitamine B, ça c'est très courant, et j'ai rajouté ici des lipides animaux, donc la graisse animale, que vous devez également rajouter dans votre cours. J'ai mis en rouge des éléments à rajouter. Deuxième groupe, le groupe des matières grasses, qui sont essentiellement riches en graisse, donc en lipides et en vitamines liposolubles, donc à eux, on pourrait rajouter D et K. Troisième groupe, le groupe des céréales, féculents et légumes secs, qui est très riche en glucides complexes, comme l'amidon, en protéines végétales, vitamine B, en fibres, en minéraux, et puis on oublie souvent que c'est un très bon apport également en graisse végétale, donc en lipides d'origine végétale. Ici, on remarque notamment la prépondérance des sucres lents. Donc les glucides complexes, c'est ce qu'on appelle également couramment les sucres lents. Dans les boissons, le seul élément constituant alimentaire important, c'est l'eau. Le groupe des sucres et produits sucrés, eh bien, lui possède un aliment essentiel, un constituant alimentaire essentiel que sont des glucides simples, qu'on appelle couramment les sucres rapides. On a le groupe des laits et produits laitiers qui apportent des protéines animales, du calcium, des vitamines B et A, mais surtout, on peut également y rajouter, lorsqu'il n'est pas écrémé, donc on va retrouver ça surtout dans le lait entier, des lipides d'origine animale, de la graisse. D'ailleurs, c'est grâce à cette graisse qu'on fabrique du beurre. Et enfin, le groupe des fruits et légumes qui est riche en fibres, vitamine C, minéraux et en eau. Vous voyez que l'eau et les minéraux s'accompagnent généralement toujours, puisque les minéraux sont fortement solubles dans l'eau. Alors les crêpes. Si on s'intéresse aux crêpes. Pour faire des crêpes, c'était la première question du cours sur les crêpes en particulier, qui était un exemple d'aliment complexe. On allait prouver que c'était complexe en disant que pour faire des crêpes, il nous faut des œufs. Alors ces œufs appartiennent à un groupe, c'est ce que vous deviez noter dans le tableau. Ce groupe, c'est le groupe des viandes, poissons, œufs, qu'on appelle couramment VPO. Il nous faudra de la farine, et cette farine, c'est un féculent, c'est de la farine de blé en général, qui appartient au groupe des céréales, féculents et légumes secs. Il nous faudra du lait, qui appartient au groupe des laits et produits laitiers. Et puis généralement, on a également besoin de matières grasses, d'un corps gras. Alors ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile, tout dépend de la réalisation de vos crêpes. On vous demandait, à partir de là, quels étaient les rôles des principaux constituants alimentaires que l'on trouvait et qui étaient apportés par l'ensemble de ces éléments. Le premier, c'était les acides gras essentiels. Alors je vous donne la réponse, évidemment. Les acides gras essentiels, à quoi ça sert? Ça sert au développement du système nerveux, mais c'est une réponse que vous deviez connaître normalement parce qu'on avait vu cette réponse lorsque l'on avait travaillé sur les apports nutritionnels du lait maternel. On avait vu que la graisse dans le lait maternel était nécessaire au développement du système nerveux du nourrisson. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les acides gras essentiels, on les utilise dans le maintien du système nerveux. Et puis, il ne faut pas oublier que ces acides gras essentiels, ils jouent également un rôle dans tout simplement la fabrication des membranes plasmiques de nos cellules. Donc, quand nos cellules se divisent, elles ont besoin d'acides gras essentiels pour synthétiser les nouvelles membranes des nouvelles cellules. La deuxième question concernait le calcium. Alors, le calcium, je le rappelle, ça sert essentiellement à l'entretien et à la croissance des os. Donc, c'est incorporé à l'os. Ça minéralise l'os. Je vous rappelle que ça n'est possible que s'il y a des protéines osseuses qu'on appelle l'océine et que si, dans le même temps, on a de la vitamine D. Il faut les trois éléments, calcium, protéines et vitamine D pour produire de l'os. Et enfin, il ne faut pas oublier le rôle du calcium dans la contraction des muscles. Il joue un rôle important dans la contraction des muscles. Et le dernier, c'était l'amidon. Alors, on va aller vite sur l'amidon. L'amidon, c'est une source de sucre, source de glucose. Cet amidon, c'est une source d'énergie. On l'avait vu quand on avait travaillé sur... on avait fait un schéma général de la digestion sur le tube digestif de l'adulte quand on avait travaillé sur le tube digestif du nourrisson. La question qui suivait concernait ce texte. Alors ce texte, qu'est-ce qu'il présentait? Il présentait les protéines de l'œuf.
Il expliquait, succinctement, que dans l'œuf, il y a deux endroits où on trouve des protéines. Il y a le blanc d'œuf où on a de l'albumine, et il y a le jaune d'œuf où on trouve une autre protéine qui s'appelle la vitéline. Il expliquait que le jaune était surtout riche en graisse, alors que le blanc était beaucoup plus riche en eau. Hein. Et la première question dans ce texte était de comprendre qu'est-ce qu'un œuf apporte à lui tout seul. Et on se rendait compte que rien qu'un œuf, c'est extrêmement riche. Les constituants alimentaires apportés par l'œuf, ce sont des protéines, que l'on soulignait en rouge, puis des lipides, un peu plus bas dans le texte. Ensuite, on vous disait que ça apportait des vitamines, notamment A, D, E, K, ce qui est logique, puisque ce sont les lipides qu'on va trouver dans le jaune d'œuf, et la vitamine B qu'on va trouver dans le blanc d'œuf, puisque la vitamine B, elle est hydrosoluble. On retrouvait ensuite différents minéraux, comme le phosphore, le fer, le zinc, le magnésium, l'iode, le sélénium. Donc ça, c'était la première question. Et la seconde question concernait la qualité de ces protéines d'œufs. Eh bien, on vous expliquait que l'albumine est une protéine d'excellente qualité, c'est même la référence en matière de protéines. C'est-à-dire, quand on veut comparer la qualité d'une protéine et qu'on veut savoir si elle est de bonne ou de mauvaise qualité, eh bien, la référence, on la compare à l'albumine. Donc c'est une protéine de très très grande qualité. On vous demandait ensuite, évidemment, les âges d'introduction. Alors, ces protéines, vous le savez sûrement, si vous vous souvenez du cours sur l'alimentation du nourrisson, quand un nourrisson consomme trop de protéines, ça fait travailler ses reins et il risque ce qu'on appelle une insuffisance rénale. C'est-à-dire que les œufs qui sont très riches en protéines, le blanc comme le jaune, ne peuvent pas être introduits trop tôt. En l'occurrence, on ne les introduit pas généralement avant l'âge d'1 an. Et c'était écrit dans la deuxième partie du texte où on vous disait que, de manière générale, on n'introduit pas les œufs avant l'âge d'1 an. Alors ces œufs, quand ils sont commercialisés, ils sont étiquetés. Et sur ces œufs, on va trouver tout un tas d'informations. Et vous aviez un premier texte qui vous donnait des indications sur ces informations. On trouvait des informations sur l'origine. Évidemment, l'origine de l'œuf doit être indiquée. Ici, par exemple, on a un code en FR, donc on sait que ce sont des œufs d'origine française. On trouve le mode d'élevage. Alors là, le mode d'élevage, ici, on a 1. On va voir juste après à quoi il correspond. Mais ces chiffres, il y a 4 chiffres différents. Que je vais décrire juste après, puisque vous aviez un exercice juste après pour le comprendre. Vous trouverez toujours un code qu'on appelle le code du centre d'emballage, qui permet ce qu'on appelle la traçabilité, c'est-à-dire que si je veux savoir d'où vient cet œuf, je peux remonter toute la filière de l'œuf grâce à ces codes. On va avoir une DCR, alors la DCR c'est une date de consommation recommandée, on en parlera tout à l'heure. Sachez que cette DCR, en milieu professionnel, même si c'est écrit recommandé, elle doit être considéré comme une DLC, c'est-à-dire que le produit ne doit pas être consommé ou même vendu après cette date. Par contre, sachez qu'à la maison, on considère que si l'œuf a été conservé dans de bonnes conditions, il est consommable après cette date. Alors, ces fameux chiffres et ces fameuses informations, on en trouvait plusieurs. D'abord, il y avait des informations sur le calibre. On peut trouver sur la boîte de l'œuf des informations sur le calibre. Et là, ça fait référence un petit peu à ce que l'on trouve sur les vêtements. Les œufs les plus petits calibres sont chiffrés S, puis M, puis L, puis XL. Vous voyez, c'est facile à retenir pour la classification du calibre des œufs. En ce qui concerne le mode d'élevage, vous avez vu qu'il y a un code représenté par un chiffre. Alors sachez que le premier chiffre, c'est celui qui est assez honteux, c'est l'élevage qu'on appelle l'élevage en batterie. Là, les poules sont dans des cages, ne touchent pas le sol, ne sortent pas et ne font que pondre dans des conditions souvent atroces. Il y a suffisamment de vidéos sur Internet qui tournent pour voir ça. Je vous enjoins à ne surtout pas acheter les œufs estampillés code 3. D'accord ? C'est un véritable scandale sanitaire qui se profile. Les œufs estampillés 2, alors cette fois-ci les poules ne sont pas en cage, elles sont dans un bâtiment fermé. Elles ne sortent jamais, elles sont à même le sol. Ce sont également souvent, parfois ou souvent, des élevages dans de mauvaises conditions parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas discerner par exemple les poules mortes. Donc on a des poules qui mangent sur des poules mortes. Enfin, c'est encore une fois pas le meilleur des modes d'élevage. Les œufs estampillés 1, c'est un peu différent. Cette fois-ci, on a des poules élevées en plein air avec un bâtiment pour les abriter. Donc elles peuvent sortir, elles ont du terrain et elles peuvent s'abriter à l'intérieur d'un bâtiment. Et puis, les œufs estampillés 0, généralement, elles portent
le logo AB pour agriculture biologique. Et ben, ces poules-là, dans leur mode d'élevage, répondent à un cahier des charges assez strict qui garantissent une qualité du produit généralement. Vous aviez ensuite ici un exercice, alors je ne vais pas le remplir, hein, on va le faire à l'oral, un exercice qui consistait à analyser ici l'étiquette d'une boîte d'œufs. D'accord ? Et on vous demandait d'abord la dénomination du produit. Eh bien, la dénomination, c'est son nom. Hein. Alors, c'est rarement une dénomination très recherchée. Ici, par exemple, sa dénomination, c'est 6 œufs biologiques. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle 6 œufs biologiques. Nombre d'œufs dans l'emballage. C'était écrit ici en rouge, il y a 6 œufs dans l'emballage. La catégorie, eh bien, on vous indiquait sa catégorie. Ce sont des œufs de catégorie A. Alors, je rappelle, il y a 2 catégories dans les œufs. Les œufs de catégorie A qui sont destinés à l'alimentation humaine, ceux que vous achetez en magasin, et les œufs de catégorie B qui sont destinés soit à l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire pour fabriquer par exemple des plats cuisinés, ou qui sont destinés à l'alimentation animale, ou parfois même destinés à l'industrie pharmaceutique. Donc des œufs de catégorie A. Catégorie de poids, alors on avait des œufs de calibre M, donc ce sont des œufs M, calibre moyen. Date de ponte, on vous disait qu'ils avaient été pondus le 16/07, donc le 16 juillet. Date de consommation recommandée, eh bien on vous dit qu'ils peuvent être consommés jusqu'au 13 juillet. Et si vous faites le compte, entre les deux, il y a 28 jours. Donc la DCR, on le verra après, on le confirmera après, correspond à 28 jours après la ponte. Mode de conservation, vous aviez des indications sur le mode de conservation. À conserver au réfrigérateur après achat. Donc ici, vous avez une indication sur le mode de conservation. Alors généralement, dans vos réfrigérateurs, vous avez un bac à œufs. Et le signe de qualité, on retrouve le signe de qualité ici, AB, donc c'est agriculture biologique, et logiquement, comme mode d'élevage, on devrait avoir un 0. On le retrouve ici, code commençant par 0 sur l'œuf. Et enfin, vous aviez un texte qui traitait justement des problématiques liées à la conservation des œufs. Et on vous disait, les œufs peuvent être à l'origine des salmonelloses. Salmonelloses, ce sont les maladies qui sont liées aux salmonelles, donc la présence de salmonelles sur les œufs. Pour se protéger, il faut respecter les règles de conservation et respecter les délais suivant le jour de ponte. Il faut vérifier l'absence de fêlure, puis stocker les œufs au frais dès leur achat. Les qualités nutritives et la diversité de leur emploi font de l'œuf l'aliment qui a le meilleur rapport qualité-prix. Les œufs se conservent dans leur emballage au réfrigérateur à plus 6 degrés. Donc ici, on a une précision de la température de conservation. On peut aussi les conserver dans un endroit sec et frais entre 8 et 15 degrés, mais ça c'est à la maison. En milieu professionnel, on va privilégier la conservation réfrigérés. Ils sont sensibles aux variations de température qui favorisent la multiplication microbienne. La date limite de consommation est une DCR, date de consommation recommandée. Elle est apposée sur l'œuf, elle correspond au 28e jour après la ponte. Et donc la première question qu'on vous posait était quels sont les micro-organismes et quel est le risque biologique qui est lié aux œufs. Eh bien, ce sont les salmonelles. Les bactéries qui posent un problème avec les œufs sont les salmonelles. Elles peuvent provoquer des intoxications alimentaires graves et peuvent même aller jusqu'à la mort. Comment on stocke ces œufs? On l'a dit, réfrigérés à plus 6 degrés. Pourquoi? Quel est l'effet du froid? Eh bien, on vous expliquait que le froid limite ou stoppe la multiplication des micro-organismes. C'est une explication que vous aviez dans les cours précédents. Et enfin, on vous demandait ce qu'était une DCR. Alors j'ai bien noté, en correction, que c'est une date de consommation recommandée. Elle correspond à 28 jours après la ponte. Mais attention, en milieu professionnel, on considère que l'œuf ne doit pas être utilisé et consommé après cette date afin d'éviter tout risque d'intoxication alimentaire. Alors vous notez bien cette explication. Même si c'est marqué recommandé, en milieu professionnel, l'œuf ne doit pas être consommé après cette date. Alors, tout cela, c'est une étude succincte sur les apports des produits alimentaires et notamment des œufs et leur classification. Alors, ce sont des apports ici nutritionnels, mais vous savez qu'on analyse également les choses de manière organoleptique. Alors, que signifie organoleptique?
Ben, organoleptique, c'est toutes les propriétés des aliments qui sont perceptibles par nos sens. D'accord ? Le mot organoleptique signifie propriété des aliments perceptibles par nos sens. Je vous conseille également de le noter. Alors quand vous faites cuire de la pâte à crêpes, vous sentez bien qu'il y a des modifications chimiques qui sont perceptibles par vos sens, ne serait-ce qu'à l'odeur. Alors quels sont les sens qui sont mis en jeu ici? Eh bien, on vous dit, par exemple ici c'est le cas d'une baguette de pain. Quand on regarde la baguette de pain, on voit sa couleur, elle est dorée, elle est marron, elle attire l'œil. Ce sens, alors il y a deux manières de le dire. On dit généralement la vue, mais le terme plus précis c'est la vision. Et l'organe de la vue ou de la vision, c'est l'œil. Le fait de sentir le pain entre ses doigts met en jeu le sens qui est le sens, de sentir le pain avec son nez. Ça met en jeu le sens de l'odorat, qu'on appelle également plus techniquement en biologie l'olfaction. L'odorat c'est plus chez les animaux généralement, l'olfaction plutôt chez les humains. L'organe de l'olfaction, c'est la muqueuse nasale. On va trouver les récepteurs aux molécules d'odeur dans la muqueuse nasale. Mettez muqueuse nasale et pas simplement nez. Le fait de toucher le pain, de sentir sa texture, met en jeu le sens du toucher. Et là, encore une fois, où réside le sens du toucher? En tout cas, dans cette situation-là, il réside essentiellement dans la peau. On a des récepteurs tactiles dans la peau qui permettent de toucher. Donc on peut toucher avec toute la peau et même avec les muqueuses en général. Les saveurs. Alors les saveurs, elles vont mettre en jeu le sens du goût. Et l'organe pour cela, ce sont les papilles gustatives que l'on trouve aussi bien sur la langue que dans la muqueuse gingivale ou dans la bouche. Et enfin, pour terminer, le sens qui vous permet de percevoir le bruit, c'est le sens de l'ouïe, qu'on appelle également l'audition. Et cette audition, elle met en jeu l'oreille. Alors vous aviez ensuite des petits exercices d'application juste derrière, sur lesquels je ne vais pas revenir, ils étaient plutôt faciles quand on avait compris ce principe-là. Cette première partie est terminée pour la correction. Vous pouvez vous repasser cette vidéo pour corriger. Je vous demande donc de faire ce travail de correction qui va vous prendre un certain temps, avant de passer au travail suivant. Les travaux suivants ne seront pas de nouveaux travaux, mais seront des travaux de révision pour les CCF en particulier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles explications, de nouveaux tutos ou de nouvelles corrections.